Est-ce qu'on peut vraiment résister à l'extrême droite? En 2024, l'extrême droite a atteint des niveaux records en France. 32% des votes aux élections législatives, 31% aux européennes, loin devant ceux que l'on appelle les partis traditionnels, et ça forcément, c'est extrêmement inquiétant. Alors face à la montée de l'extrême droite en France et plus globalement dans le monde, il faut s'interroger sur les raisons de son attrait et sur les moyens de lui résister. Ce qu'on a compris en 2024, c'est que la banalisation et l'euphémisation de l'extrême droite dans le paysage politique n'ont fait que renforcer le pouvoir qu'elle occupait. Donc face à cette menace, ce qu'il faut, c'est nommer clairement la réalité de l'extrême droite, il faut résister aux faux semblants qu'elle entretient habilement et il faut dénoncer ces dangers pour nos démocraties. Alors, à l'aube de 2025, 2 ans avant les prochaines élections présidentielles, puisque de toute façon Emmanuel Macron n'entend pas démissionner malgré son impopularité, le risque est plus important que jamais. C'est pour cette raison qu'il faut réfléchir à comment éviter cette arrivée imminente, qui apparaît presque inéluctable, de l'extrême droite au pouvoir. En clair, est-ce qu'on peut vraiment résister à l'extrême droite? Pour cette vidéo, je me suis accompagné d'un livre hyper intéressant et assez accessible qui s'appelle Extrême droite, la résistible ascension, publié aux éditions Amsterdam, qui regroupe plusieurs textes de sociologues et de politologues pour appréhender cette menace. La première étape pour résister à une menace, quelle qu'elle soit, c'est de la comprendre. Et ici, ce qu'il faut, c'est comprendre comment l'extrême droite est devenue aussi populaire, dans les deux sens du terme, et comment elle a réussi à construire et à entretenir cette popularité qui l'a fait continuellement monter dans les sondages. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que cette montée ultra rapide de l'extrême droite au XXIe siècle, elle s'explique en partie par un contexte socio-économique qui a été marqué par l'accélération de la mondialisation, et évidemment, de ses échecs. La crise économique de 2008 et les taux d'inflation records qu'on subit encore aujourd'hui ont continué de creuser les inégalités et d'alimenter un sentiment de déclassement chez les classes populaires et chez les classes moyennes. Donc ces populations, elles ont été confrontées à de plus en plus de précarité économique, et à cause de ça, elles se sont senties tout simplement abandonnées par le système. C'est comme ça qu'elles ont perdu foi dans les partis politiques traditionnels dont je parlais en introduction. Sauf que l'extrême droite, ça, elle l'a remarqué, et c'est bien le problème. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a capitalisé un petit peu sur la soif d'effacement des inégalités, en instrumentalisant la peur de l'avenir, en agitant les spectres et les dangers de l'immigration, du terrorisme et de l'effondrement des valeurs traditionnelles. Alors ici, vraiment, je mets des guillemets. Par exemple, l'année dernière, le Rassemblement national a promis le retour à la retraite à 60 ans, tout en vidant cette proposition de son contenu et en masquant un peu son alignement sur les politiques libérales qu'il prétend combattre. Parce que finalement, le RN et les gouvernements macronistes, puisqu'on en a droit à beaucoup, ne sont pas si éloignés les uns des autres. En fait, le RN nourrit et entretient certaines craintes en propageant par exemple l'idée que la France accueille tout le malheur du monde et en nourrissant une vision xénophobe et repliée sur soi du pays. Et par rapport à ça, ils utilisent constamment leur rhétorique qui oppose les Français de souche aux étrangers, en essentialisant donc par là les identités et en ignorant complètement la complexité des réalités sociales. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de personnes binationales en France, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi naturalisées, il y a des personnes qui vivent et qui travaillent dans 2 pays différents, dont la France. Alors dans ces cas-là, qui est français et qui est étranger? Bref, si l'extrême droite prospère autant ces dernières années, c'est aussi grâce à la complaisance d'une partie du paysage médiatique qui banalise ses idées et qui normalise ses représentants. On a des médias comme CNews qui, sous l'influence de Bolloré qui possède la chaîne, accordent une place absolument disproportionnée à des figures de l'extrême droite. En faisant ça, elles contribuent à la diffusion et à la légitimation de leur discours. D'ailleurs, Capucine a fait une vidéo très complète et vraiment super sur le sujet sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et quand je parle de la complaisance des médias envers l'extrême droite, c'est pas simplement envers les candidats. Si on s'intéresse par exemple à l'omniprésence médiatique d'Éric Zemmour, Zemmour, avant même de se déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2022 avec une bande-annonce digne des plus grands films apocalyptiques sur YouTube, il bénéficiait déjà d'une couverture médiatique complètement démesurée. Et les grands médias, au lieu de questionner ses idées et de dénoncer ses provocations, ils lui ont tout simplement offert un micro pour diffuser ses thèses xénophobes et islamophobes. Alors une fois qu'on comprend comment l'extrême droite construit et normalise sa popularité, il faut justement engendrer un mouvement de dénormalisation. C'est la partie 2 de la vidéo. Alors comme je l'ai dit, le journalisme, parfois en quête d'audience et de sensationnalisme, a pu délaisser des débats de fond au profit d'une certaine course effrénée aux petites phrases et aux polémiques. C'est ce que Pauline Pernaut appelle un journalisme de dédiabolisation dans le livre. Le truc c'est que cette dépolitisation permanente, elle apparaît un peu comme une dérive du phénomène de personnalisation qui est consubstantiel au présidentialisme de la Ve République. Phrase un peu compliquée pour dire que nos personnalités politiques ne sont pas
que des personnalités politiques, ce sont devenus de véritables people sur lesquels les chaînes de télé peuvent consacrer des émissions plus personnelles, sur leur vie intime par exemple. On va inviter Marine Le Pen pour qu'elle nous parle de ses 6 chats qu'elle aime tant, parce que c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus mignon de l'entendre parler de l'amour qu'elle porte à ses animaux, plutôt que de la haine qu'elle porte à l'immigration. On a aussi droit à un superbe portrait de Jordan Bardella signé Paris Match, qui nous apprend que sa passion secrète est la cuisine à l'italienne. C'est sûr que quand on n'occupe pas son siège au Parlement européen, on a le temps de se faire des spaghettis en sauce. Donc cette dépolitisation de la politique, c'est ça qui a ouvert la voie à l'extrême droite, et qui a donc pu la poser en tant que alternative anti-système face à une classe politique qui est perçue comme déconnectée des réalités, puisqu'elle ne répond plus aux attentes de la population. Alors tous les thèmes qui sont si chers à l'extrême droite, comme l'immigration, comme l'insécurité, l'identité nationale, bah forcément, ils ont pu occuper une place de plus en plus importante dans l'agenda médiatique, le tout en nourrissant l'anxiété et la peur au sein de la population. Et à cause de ça, bah progressivement, on est entré dans un certain cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en continuant à donner de la visibilité à des thématiques polémistes, parfois infondées, on contribue à alimenter certaines craintes dans la population, et pour répondre à ces craintes, bah on va donner la parole à des journalistes ou à des personnalités politiques d'extrême droite. Et plus ça va, plus la population adhère à leur discours, puisque leurs discours sont de plus en plus représentés dans les médias. Et d'ailleurs, si l'extrême droite accède bien au pouvoir dans 2 ans, bah sachez qu'ils ne cachent pas leur ambition de privatiser les médias d'audiovisuel public, comme France Info par exemple. Le truc, c'est que quand on privatise, on dispose d'un poids financier qui est suffisant pour orienter certains discours, pour embaucher certains journalistes bien choisis, et pour présenter l'information d'une certaine manière. Alors conserver l'audiovisuel public, c'est conserver un minimum la neutralité de l'information. Et d'ailleurs, tout est dans le slogan de France Info, qui est « l'info juste ». Pas juste l'info. Bref, le vrai problème aussi actuellement dans les médias, c'est le règne du toute opinion, qui est amplifié par les chaînes d'infos en continu. Ça consiste à dire qu'on peut tout dire dans les médias tant que ça représente l'opinion d'une partie des Français. Le truc, c'est que ce règne-là, il a donné naissance à un certain journalisme de commentaires où les faits sont parfois relégués au second plan pour laisser place à des débats stériles et souvent biaisés. Sur CNews, encore une fois, pour combler le temps d'antenne, on a beaucoup plus de débats autour de Pascal Praud que de reportages qui sont documentés et qui sont sourcés avec efficacité. Le truc, c'est que ce format, bah, il est nécessairement propice aux clashs et aux provocations. On est là pour faire de l'audience, on est là pour provoquer des sensations. Et encore une fois, bah, il offre un boulevard énorme aux figures de l'extrême droite qui sont expertes dans l'art de la manipulation et du scandale, même si dans le fond, il y a souvent pas grand chose. Ça, bah, ça fonctionne pas forcément que pour les chaînes d'information, ça marche aussi dans l'industrie du divertissement. Là encore, dans le livre, on a un exemple qui nous dit que entre septembre et décembre 2021, sur l'émission Touche pas à mon poste qui est animée par Cyril Hanouna, bah, 53% du temps d'antenne consacré au contenu politique a été occupé par l'extrême droite. 53%, plus de la moitié, dont 45% pour le seul Éric Zemmour. Eux aussi, ils choisissent bien leurs chroniqueurs, comme vous pouvez le remarquer, parce que devinez qui détient la chaîne? Vincent Bolloré. En plus de ça, on a une sorte d'hégémonie de la doxa libérale qui domine le paysage médiatique français. Et ça, forcément, ça occulte, c'est-à-dire ça cache les alternatives existantes et ça marginalise les voix critiques. Donc là encore, l'extrême droite va réussir à se présenter comme la seule alternative qui soit assez séduisante de par son discours assez simpliste finalement. Donc avec tout ça, ce qu'on comprend, c'est que la banalisation de l'extrême droite par les médias, elle a clairement des conséquences désastreuses puisqu'elle contribue à normaliser la haine, à normaliser l'intolérance et à polariser le débat public jusqu'à accroître la défiance envers les médias. Alors face à ce phénomène, il faut réagir en promouvant un journalisme indépendant et rigoureux qui soit capable de déconstruire justement tous ces discours simplistes et dangereux de l'extrême droite. Et pour ça, je vous invite vivement à suivre COP Média qui recense et qui soutient plusieurs médias indépendants. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on passe à la partie la plus importante, celle de savoir si on peut vraiment résister à la menace que représente l'extrême droite, et si oui, comment on peut le faire. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'éducation aux valeurs démocratiques et humanistes, elle apparaît clairement fondamentale pour contrer la propagation des idées extrémistes. On ne dit jamais assez, mais l'éducation des enfants d'aujourd'hui forme les adultes qui feront le monde de demain. Alors dès le plus jeune âge, il faut apprendre aux individus, aux enfants, à analyser le discours, à identifier les manipulations et à déconstruire les préjugés. Toujours dans l'éducation, il faut continuer à donner autant d'importance à l'histoire, puisque c'est l'histoire qui peut nous aider à comprendre les dangers de la pensée unique et de l'exclusion avec les divers régimes totalitaires et autoritaires qu'on a connus en Europe et dans le monde aussi, parce que c'est ce qui peut créer une certaine éducation aux médias qui permettent aux individus de décrypter certains mécanismes médiatiques, de repérer certaines informations qui sont peut-être infondées, et puis surtout de développer une conscience critique à l'égard de l'information en général.
Et oui, parce que, en fait, en fonction de comment on formule les choses, l'information n'est pas toujours transmise et reçue de la même manière. Un autre élément majeur pour lutter contre l'extrême droite, c'est celui de remettre la justice sociale au cœur du débat politique. En fait, comme l'extrême droite prospère sur les frustrations et les inégalités en pointant du doigt des boucs émissaires qui sont bien souvent des étrangers et en promettant des solutions simplistes à des problèmes qui sont souvent beaucoup plus complexes, bah forcément, si ces problèmes ils existent toujours, on va continuer à leur donner du crédit. Et à ce sujet, j'ai trouvé une citation hyper éclairante du sociologue Alain Caillé qui explique que, je cite, la condition sine qua non pour lutter contre l'extrême droite est de montrer à l'échelle mondiale qu'il est effectivement possible d'atteindre une prospérité sans croissance indéfinie du PIB en surmontant le néolibéralisme et le totalitarisme à l'envers. En gros, ça signifie qu'il faut en quelque sorte s'attaquer aux racines du mal en luttant contre les inégalités économiques et sociales qui créent l'incertitude, incertitude qui va justement être exploitée par le Rassemblement national, parce que ça va être source de tensions et de ressentiment au sein de la population. Le problème, c'est que c'est pas forcément un gouvernement macroniste qui risque de s'occuper de ces problèmes socio-économiques, alors en attendant, bah le RN il a tout le loisir de continuer à surfer sur les échecs politiques de Macron sur le plan social pour promettre monts et merveilles aux plus vulnérables. Évidemment, ce qu'il faut aussi exiger pour lutter contre l'extrême droite, c'est un traitement médiatique qui soit responsable vis-à-vis de l'extrême droite. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut dénoncer, et je dirais même réguler, la complaisance et la surreprésentation de l'extrême droite dans les médias qui contribuent aujourd'hui à normaliser ces idées extrémistes et à les faire passer pour des opinions légitimes. Rappelons quand même, si ce n'est pas une évidence, que la haine n'est pas une opinion. Enfin bon, dans tous les cas, pour faire ça, il faut déjà promouvoir un journalisme rigoureux et critique qui soit basé sur des faits et pas sur les opinions de quelques personnalités choisies pour être présentes sur des plateaux télé pour échanger sur certaines polémiques. Donc là, bah forcément, les journalistes, ils ont un énorme rôle, ils doivent être vigilants pour éviter de relayer sans critique les propos de figures extrémistes. Ils doivent aussi s'efforcer de contextualiser leurs propos, de les confronter aux faits et de donner la parole à des experts et à des contradicteurs. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'extrême droite? On l'a vu, la question elle se pose avec acuité quand on considère la montée en puissance de ce mouvement et sa banalisation croissante par les médias. Alors, il y aurait bien des solutions directes pour lutter contre cette menace, comme l'éducation, la régulation plus poussée des médias, ou plus directement, la prise en charge des problèmes sociopolitiques qui affectent la population. Et finalement, si la population était satisfaite des solutions trouvées par le gouvernement, bah la menace que représente l'extrême droite n'existerait juste pas. Alors si le gouvernement ne peut pas changer les choses, bah peut-être que nous, on le peut, à notre petite échelle, en diffusant des informations qui soient vérifiées, qui soient appuyées par des spécialistes en économie, en droit, en sociologie, et pas juste des idées de réforme basées sur des craintes construites de toutes pièces. N'hésitez pas à débattre, dans le respect toujours, avec vos amis, avec votre famille, ou avec n'importe qui, parce que c'est en informant les autres que l'on peut contribuer à les faire reconsidérer certaines de leurs opinions. Résister à l'extrême droite, c'est donc un combat de tous les jours qui suppose de nous une vigilance constante et une mobilisation collective. Et comme le rappelle Clémence Guettet dans la postface du livre, nous ne combattons pas de manière spécifique une organisation comme le Rassemblement national ou une personne comme Marine Le Pen, nous combattons un processus qui concerne en réalité le système entier, celui de l'extrême droitisation. On est donc sur un combat pour la défense de nos valeurs démocratiques et humanistes, pour une société plus juste et inclusive, et pour un monde où la raison et la tolérance triomphent sur la haine et l'obscurantisme. Merci.